l'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto. Louis-Philippe Dubé au micro principal. Antoine Joubert est au Salon de l'auto, à l'International de l'auto de Québec cette semaine. Donc, je suis avec mes collègues Julien Amado et Hugues Gonneau, évidemment, notre historien automobile. Cette semaine, on va avoir quelques actualités pour vous en début d'émission. Puis après, on va faire un petit spécial Formule 1 pour se mettre à jour sur la Formule 1, sur qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui va se passer en fin de semaine au Grand Prix d'Australie. On parle pas souvent de Formule 1 à l'émission, mais je trouve que c'est un phénomène mondial maintenant. Tout le monde écoute la Formule 1, en tout cas pas autant que tout le monde de mon côté, mais je promets cette année que je vais m'y mettre, grâce notamment à Julien Amado qui va nous mettre à jour là, sur tout ce qui se passe sur la Formule 1. Pour commencer, les gars, j'aimerais parler de BYD, parce que qu'est-ce qui sort de la Chine, c'est toujours un peu extravagant. Et puis, on sait que BYD, ça va probablement être un des constructeurs, des premiers constructeurs chinois qui va pénétrer le marché canadien. Là, on compte pas les constructeurs qui assemblent déjà des véhicules en Chine, mais bien un constructeur chinois. Donc, on a eu un événement chez BYD cette semaine, en fait, hier, le 5 mars, où on a dévoilé deux innovations technologiques très importantes qui pourraient probablement être utiles chez nous. Notamment la deuxième génération de la batterie Blade, puis aussi une borne de recharge qui est capable d'atteindre jusqu'à 1500 kW de puissance. Pour vous mettre en contexte, 150 kW, c'est à peu près la moyenne des chargeurs chez nous. Oui, entre 100 et 180, mais mettons un chargeur de 100, t'es à 15 fois... À 150, je suis pas pire, là. Donc t'es à 15 fois plus vite. Ouais. Ça veut dire un plein complet d'une batterie de 80 à 100 kWh en 3-4 minutes. Ouais. Donc là, c'est-à-dire que maintenant, on parle de mégawatts, là. C'est ça. On n'est plus dans le kilowatt, là. On met dans le mégawatt. C'est incroyable. Tout va bien. Pour mettre dans le contexte, la batterie Blade, en fait, c'est chez BYD qu'on a dévoilé une première génération, je pense en 2023, si je me trompe pas. C'est une batterie dont les cellules sont comme des lames, en fait, rectangulaires, comparativement à des cellules cylindriques là, qu'on va retrouver dans d'autres batteries. Et puis, ça permet d'avoir une différente technologie de refroidissement, une performance qui est supérieure. C'est une batterie, j'aimerais le rappeler, qui est de type LFP, donc lithium fer phosphate, contrairement à une batterie NMC, qui est nickel, magnèse, cobalt. On ne rentrera pas trop dans la chimie de ces deux batteries-là, mais il y en a une qui est moins dispendieuse à fabriquer du côté de la LFP, puis qui est aussi un peu plus éthique dans les matériaux bruts qu'elle utilise. Un peu plus stable aussi. Un petit peu plus stable également. Stable dans son fonctionnement technique, mais aussi stable politiquement, on va dire, parce qu'on n'a pas besoin d'aller chercher des matériaux bruts, comme par exemple en Afrique centrale pour le cobalt et puis pour le nickel. Donc, en fait, on va en parler chez BYD, on utilise quand même du nickel dans les batteries LFP, mais c'est une autre affaire. Mais cette batterie-là, elle est connue normalement, la technologie LFP, pour être un petit peu moins résistante au climat froid chez nous. Et puis, en Chine, avec BYD, on a développé des additifs pour les électrolytes dans la batterie Blade qui résistent à des températures sous zéro extraordinaires. Bon, ça, là, je vous fais un pitch de communiqué de presse de BYD. Là. On va le voir on va le croire quand on va le voir au Québec. Là, ça va être ça. Par contre, mais regarde, c'est quand même pas idiot parce qu'en Chine, il y a quand même des régions qui sont très, très froides. Absolument. Donc, c'est pas de dire ils peuvent pas tester ou quoi que ce soit. Là. Ils ont des régions froides. Donc, s'ils avancent ce genre d'argument-là, c'est possiblement, encore une fois, ça reste un communiqué de presse, mais ça reste, c'est très réaliste en tout cas. Absolument. Puis bon, ce n'est pas juste un petit dessin là, qu'on vient de vous montrer de la batterie. Cette batterie-là, elle est dans un véhicule. C'est la Yangwang U7, la véhicule de très haute performance là, chez BYD. Et puis, on est capable de faire des tests avec ce véhicule-là en tant que tel. On parle de 1000 km d'autonomie selon le cycle chinois, là, on va l'appeler. Là. Si on parlait du cycle européen, on se rapprocherait un petit peu plus de 850 km. Chez nous, selon l'EPA, là, c'est tous des estimés là, que je vous donne, ça serait 750 km avec un bloc batterie là, de 150 kWh qu'on parle actuellement chez BYD dans ce véhicule-là, qu'on a mis à l'essai. Pas le guide de l'auto, mais bien qu'on a mis à l'essai chez BYD.
c'est assez intéressant comme fonctionnement parce que justement, moi, qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans, c'est des additifs aux électrolytes qui rendraient cette batterie-là plus résistante au froid parce que la recharge à 1500 kW à moins 20, Ouais, c'est ça. Sans préconditionnement, C'est ça. sans préconditionnement, ça fait boum. Hein. je pense que tous les trois, on s'est déjà retrouvés devant une borne de recharge à 350 kW et on chargeait à 19 kW. ouais. À 20-30. C'est déjà arrivé. Ouais. C'est souvent un rêve qu'on a à l'hiver de pouvoir atteindre les vitesses de recharge, les puissances de recharge de ce niveau-là. Et puis quand on parle justement chez ces constructeurs-là qui comptent pénétrer le marché canadien, qui mettent l'accent sur des technologies qui vont résister à notre climat. Pour moi, là, ça m'interpelle beaucoup. Absolument. Non, c'est clair. Puis honnêtement, c'est ce qu'on disait un peu avant l'émission, mais en termes de technologie, ils sont déjà 2 générations devant les constructeurs occidentaux. Ils ont la maîtrise des approvisionnements, ils ont la maîtrise de la technologie, Ouais. ils ont tous les sites de production. Et nous, on discute encore si on doit faire des normes environnementales ou pas. Évidemment, oui. Et là, tu te dis, Bon. C'est sûr que... on est en train de rater le train, là. Oui, évidemment, il y a c'était la deuxième nouvelle. Bon, chez BID, on a parlé la borne de recharge de 1500 kW. Évidemment, ça prend les infrastructures pour faire ça. Je pense que chez nous, on les a. Si on regardait une photo tantôt de cette borne-là en tant que telle, elle est faite comme une station-service, littéralement, parce que justement, on compte chez BYD être capable de recharger je pense, de mettre 400 km d'autonomie en 5 minutes et de recharger complètement la batterie en à peu près 9 minutes. Bon, évidemment, je le répète, c'est en conditions idéales, optimales, etc. Mais c'est fort intéressant, là, parce que là, on est en train de rivaliser avec, comme tu le mentionnais avant qu'on entre en onde, Julien, le plein sur un gros camion, là, littéralement. Tu vas le être temps plus que ça rapide, peut en prendre. fait. Si tu as une berline de cette taille-là, si tu mets 3 minutes 30 à faire le plein de ta voiture électrique, un gros Ouais. RAM avec un gros réservoir, c'est pas Ouais. tellement plus court que ça. Ah non. Ouais, c'est Donc, ça. et puis pour peu que tu attendes le gars juste avant de toi à la station, ça va être 8-9 minutes, t'es rendu. Ouais. Donc là, tu changes complètement de paradigme en fait. Tout est différent si tu Ouais. peux faire ça en 3 minutes. Bon, évidemment, il y a des bémols à ces annonces-là parce que, comme tu l'as dit tantôt, on est souvent 2 à 3 générations à l'avance en Chine et on garde souvent ces technologies-là pour la Chine, pour le territoire chinois. Même en Europe, on le voit dans les véhicules qui sont commercialisés en Chine. Par exemple, je pense à MG, qui est une ancienne marque anglaise qui a maintenant été rachetée. Mais maintenant, on fait des véhicules électriques en Chine sous le nom de MG. Et puis, la génération, par exemple, le MG4 a une vieille génération pour 2026. En Europe, c'est-à-dire en Angleterre, c'est très populaire, MG, pareil. Toute l'Europe. Puis, ben, les MG en Chine ont la nouvelle génération, mais le modèle n'est pas pareil. Donc, c'est ça. On n'aura peut-être pas ces technologies-là très rapidement chez nous. Sur les marchés européens, ils ont choisi de jouer la carte du prix. Pour s'implanter, parce qu'ils ne pouvaient pas jouer la carte du prestige, logiquement. Donc, c'est sûr que si tu joues la carte du prix, tu arrives avec des véhicules un petit peu d'ancienne génération. Oui, d'ancienne génération. génération. Mais ça a très, très bien marché, parce que maintenant, c'est des noms qui commencent à être reconnus. Donc, ils vont pouvoir faire exactement comme les constructeurs japonais dans les années 70-80, arriver avec des prix, casser le marché, puis ensuite monter en gamme et monter en prix pour des technologies plus récentes. Et en fait, après, jouer vraiment face à face avec les constructeurs établis. Évidemment, nous aussi au Canada, en laissant entrer les constructeurs chinois, on mise cette carte-là, le prix. Fait que, évidemment, c'est clair. On va mettre, ça va prendre un petit peu de temps avant qu'on voit ces avancées-là. Par contre, fort intéressant justement de pouvoir voir qu'on arrive là, finalement, le prix des batteries descend de manière extraordinaire dans les dernières années. Puis on est capable de recharger. On va être probablement capable de recharger un véhicule électrique qui va en se rapprochant de temps qu'on va faire un plein. Ce qui va être intéressant de voir, c'est dans 5 ans, 10 ans, là, parce que à la vitesse où ça va, là, c'est assez vertigineux. Jusque-là, on va parler de gros utilitaires à essence parce qu'il y a des marques comme Nissan qui ne misent pas nécessairement sur les véhicules électriques aux États-Unis. Ce sont des marques qui sont un petit peu en difficulté financière, mais qui voient des opportunités dans le marché américain, qui relaxe ou qui recule sur sa réglementation environnementale. Et puis là, chez Nissan, on apprend, selon des informations d'Automotive News, qu'on pourrait avoir un deuxième Pathfinder sur un châssis en échelle.
quelque chose qu'on n'a pas vu depuis 2012, je pense, que le Pathfinder, on va dire qu'en 2012, les amateurs du modèle ont déclaré que le Pathfinder avait perdu son chemin. Oh, tu l'as préparée celle-là. Elle est valide. Elle est bonne. Ben écoute, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on a besoin de 2 Pathfinder chez Nissan? Appeler les 2 Pathfinder, je suis pas convaincu que ce soit vraiment si pertinent, surtout que le nom Xterra est quand même intéressant et il porte quand même. Le véhicule est plus là depuis quelques temps, mais c'est un nom qu'on connaît bien chez Nissan. C'était peut-être plus pertinent de faire un Pathfinder régulier, VUS classique, avec un châssis monocoque, et de revenir avec un Xterra, par exemple. J'ai peur qu'en appelant Pathfinder les 2 véhicules, on mêle un peu les consommateurs, possiblement. Ben, le Xterra revient là, en 2028, selon Nissan. On va le voir, là, le retour de la marque. Le nouveau Pathfinder, le Pathfinder Rugged, on peut stipuler, là, on peut laisser aller notre imaginaire sur plein de noms, et ça serait planifié, selon encore les informations non confirmées de Nissan et obtenues par Automotive News, en 2029. C'est loin, là. On est quand même. Ça laisse du temps de changer le nom. D'ici là, il y a de fortes chances que Nissan ait été racheté de toute façon. Donc, regarde. C'est intéressant, ça, Hugues. 2029. Non, mais Nissan, ils ont mangé la claque l'année dernière. Je pense qu'ils ont perdu autour de 4 milliards de... Quelqu'un qui rachèterait un réseau de concessionnaires, mettons. Regarde, comme ça. Tu rachètes aussi des usines quand même de qualité. Oui, aux États-Unis, en sol américain. Même au Japon et en Asie, ils sont quand même très très bien implantés, mais ça va très 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 mal chez Nissan. Ça fait 2 années qu'ils perdent plus de 4 milliards consécutives. Donc 2029, là pour eux c'est loin, là, parce qu'en ce moment l'urgence elle est maintenant, là c'est coupé dans les coups maintenant. Il faudrait qu'ils aient une vague de nouveaux produits hier. Donc, bonne chance. On reprend du vieux, on réchauffe un peu là, avec les modèles qu'on voit dernièrement. C'est un peu ça. Là, on n'introduit pas rien de nouveau parce qu'on n'a pas grand-chose de développer, mais on mise sur la place qu'on a dans les usines pour assembler des véhicules qu'on pense qu'il va y avoir de la demande, justement aux États-Unis. Le climat politique et le climat général est favorable à ce type de véhicule-là. Pour l'instant, en tout cas, oui. Pour l'instant, qui voudra racheter Nissan? Ça, c'est une grosse question. Oui, puis surtout, c'est justement, on mise... Parce qu'aux États-Unis, puis cette actualité-là va se terminer comme ça, mais avec le recul sur les réglementations, beaucoup de constructeurs qui sont en difficulté et d'autres qui sont moins en difficulté, là, c'est lentiste, qu'on mise sur le réchauffer un peu, de ramener nos vieux moteurs, de ramener tout ça. Clairement. Et cette réglementation, ce recul sur cette réglementation-là ne sera pas toujours là. Il ne sera pas là. Il n'y a pas de pérennité là-dedans. À moyen long terme, ça va être très, très compliqué. Et puis, justement, c'est un gros contraste. À côté, les Chinois arrivent avec des technologies électriques de fou. Et tu te dis, nous, on retourne au gros V8. Alors, moi, j'aime les V8, c'est pas la question. Mais à un moment, il y a des réalités de marché. Et l'Amérique du Nord peut pas être toute seule dans un marché qui est parfaitement mondialisé. Ouais. Donc, à un moment, il va y avoir un clash quelque part. Absolument. Alors, on n'a pas fini de voir des gros utilitaires sur châssis en échelle avec des moteurs qu'on connaît très bien atterrir sur le marché nord-américain parce que ça semble être la tendance. Dernière actualité aujourd'hui, j'aimerais parler du sondage qu'on a vu, qu'on a fait du côté de chez Turo. Turo, vous connaissez, c'est la plateforme de location entre particuliers. On l'a déjà essayé, Turo, ici pour faire... Moi, en tout cas, j'ai déjà loué des véhicules qui n'étaient pas disponibles, soit sur les flottes de presse ou soit des véhicules plus anciens que des particuliers désirent mettre dans les mains de locataires ou de locataires comme moi. Turo a fait un sondage auprès de 1500, un peu plus de 1500 Canadiens, autant du côté francophone qu'anglophone, sur des citoyens de plus de 25 ans pour leurs intentions d'achat. Et évidemment, on va mettre un bémol là-dessus parce que justement, Turo, c'est une plateforme de location. On veut faire ressortir des données et on peut faire parler les chiffres un peu à notre avantage. Mais il y a certaines données qui sont sorties de cette étude-là, comme celle que 75% des répondants craignent que les prix augmentent à cause des tarifs. Évidemment, oui, mais en ce moment, le marché s'en sort quand même bien. Là. On a vu en 2025 une hausse des ventes, pas au Québec, là, parce qu'en marchand particulier, mais quand même, je trouve qu'on s'en est sorti pas pire, tout compris là, du climat politique avec les tarifs. Ce que ce sondage fait ressortir, c'est un niveau d'incertitude qui augmente. Oui, exactement. Le coût des assurances
qui s'emballe de manière extraordinaire, même en 2024 et 2025, des hausses extraordinaires. La peur un peu du climat politique et du climat économique, l'achat. Hein, parce qu'on parle de la génération Z aussi dans cette étude-là. 36% des Canadiens de la génération Z ne possèdent pas de véhicule contre 15% des autres générations. OK, c'est des plus jeunes, évidemment, mais pareil, la peur de s'embarquer dans un achat, dans un paiement, de se commettre un peu là, dans un achat automobile, c'est un gros paiement surtout. C'est un très gros paiement. Après, ta maison, c'est ton plus gros paiement. Oui, évidemment. Si déjà, l'accès aussi à la propriété est plus difficile aujourd'hui, je peux comprendre des jeunes qui se disent moi j'ai pas envie de prendre le risque de mettre encore plus d'argent là-dedans. Choisir entre une propriété et une voiture. Exact. Évidemment. On parle de la génération Z qui sont moins... ils veulent moins acheter de véhicules, mais évidemment, les constructeurs, avec le prix qui augmente constamment sur les modèles, ou on va dire pas le prix des modèles, mais les modèles de plus en plus cossus, qui coûtent de plus en plus cher, qui interpellent certaines générations d'acheteurs et peut-être pas la génération Z. Si j'avais un message à prendre de la part des constructeurs dans ce genre d'études-là, c'est des véhicules plus pragmatiques, des véhicules moins chers. Là. Mais parce ça va commencer. Ouais. Il y a déjà des discussions un peu pas mal sur les marchés européens pour dire c'est de la folie, là. Les tarifs sont fous. Et en plus, il y a une pression supplémentaire en Europe d'acheter des véhicules verts parce qu'il y a les malus psychologiques et les choses comme ça dont on a déjà parlé. Donc, je veux dire, à un moment, c'est juste insoutenable. Et une situation insoutenable, c'est une bulle qui finit par éclater à un moment. Évidemment. En tout cas, c'est beaucoup d'incertitudes dans les marchés, que ce soit automobile et tous les autres industries. Alors, il va falloir regarder ça de près, voir qu'est-ce qui va se passer en 2026. Mais je pense qu'on n'a pas fini d'en parler de tout ça et ces études qui vont ressortir. Au retour de la pause, on va parler Formule 1 parce que le Grand Prix le Grand Prix d'Australie est débuté en fait en fin de semaine et au moment où est-ce que vous écoutez l'émission, ce sont les qualifications là, essentiellement. Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. Comme vous le savez, la Formule 1 est devenue un phénomène mondial, même si ça existe depuis très, très, très longtemps. On a l'impression que la Formule 1, c'était un petit peu plus secret, un peu plus, je pense, réservé à une classe d'auditeurs qui était très calée dans la matière. Et maintenant, avec notamment la série sur Netflix, Drive to Survive, il y a toute une autre classe de fans de la Formule 1, je pense, qui est devenue justement tellement informé à ce sujet-là. On en entend parler un petit peu partout. Moi, j'ai pas embarqué encore tout à fait dans ça, malgré que quand j'étais petit, j'écoutais la Formule 1 avec mon père. Mon père il se levait dans le milieu de la nuit pour regarder les qualifications, puis ça m'étonnait beaucoup. Mais je trouve que j'ai comme besoin d'en apprendre plus, d'en savoir plus maintenant, parce que tout le monde en parle, surtout dans le domaine de l'automobile et ailleurs, là. Mais c'est devenu un phénomène de société. C'est drôle, parce que moi, j'ai jamais depuis que je suis tout petit, je suis la Formule 1. Toi, t'es tombé dedans quand t'étais petit. Ah ouais, vraiment. Et c'était un truc de puriste. Moi, quand je suivais ça, quand j'en parlais même, genre à l'école ou même secondaire, cégep. Ah, t'écoutes la Formule 1, toi? Ouais. Oh, toi qui tourne en rond, là, c'est pas intéressant. C'était vraiment pas quelque chose de. C'était plus, en Europe, moi, le soccer, beaucoup plus, ou le rugby un petit peu. Ouais. Mais c'était zéro la Formule 1, là, ça intéressait pas beaucoup de gens. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde me parle de Formule 1. Ah, mais toi, c'est vrai que t'aimes la Formule 1. T'as-tu vu telle affaire? Il y a un engouement énorme. Et je pense qu'effectivement, Netflix a beaucoup contribué. Ouais. Moi, j'ai quelques griefs, parce que des fois, c'est un petit peu trop romancé. Toi qui connais ça, là, c'est. Mais à la fois, c'est un vrai divertissement. C'est vraiment fait comme un film américain, comme une série américaine. C'est bien amené. Mais des fois, ils ont un peu trichouillé sur des trucs, genre, tu vas amener une communication radio qui est pas tout à fait au bon moment, ce qui laisse entendre un truc un peu scandaleux. Enfin, bref, des fois ils sont allés un peu fort. Puis il y a le film aussi qui a le film F1 aussi beaucoup, évidemment. Aujourd'hui, qu'est-ce que je veux faire avec vous, c'est un peu faire le survol de c'est quoi la Formule 1 en 2026? Il y a eu des changements de la réglementation. Les plus gros changements, je pense qu'on a vu depuis un bon bout de temps, sont arrivés en 2026. Technique, réglementation, etc. Puis aussi, moi, qu'est-ce qui m'intéresse personnellement, c'est on a vu des avancées technologiques à la Formule 1 qui ont atterri dans nos véhicules de promenade à la fin. Si on met de côté toute la compétition,
ben, il y a tellement de budget et tellement de rivalité en Formule 1 pour le côté technologique qu'on finit par développer des technologies qui composent nos véhicules d'aujourd'hui. C'est ce que les constructeurs essayent aussi de vendre, évidemment, Ah ouais. mais c'est partiellement vrai. C'est ce qui est le plus intéressant. Il y a quand même des choses, tu sais, aujourd'hui, par exemple, si tu as une boîte robotisée ou automatique et tu passes tes vitesses avec des palettes au volant, ça vient de la Formule 1. Fait que là, tu es en train de me dire qu'on dépense tout cet argent-là, puis ben sur une excuse de faire toute cette compétition-là, peut-être qu'on va avoir du développement technologique. Il y a quand même eu beaucoup de développement. Tu as des freins en carbone, il y a eu les palettes au volant avec les boîtes robotisées, des choses comme ça qui se sont retrouvées sur les voitures. Le freinage régénératif, là, aussi, puis etc. Plus récemment, il y a aussi eu les turbos assistance électrique dans les TI Hybrid de chez Porsche ou chez AMG aussi. Ça vient de la Formule 1 initialement aussi avec les moteurs hybrides de 2014. Donc il y a quand même des transferts technologiques. Mais la Formule 1, ça reste quelque chose de très spécifique avec des voitures extrêmement technologiques qu'on peut pas démarrer comme ça d'un coup de clé. C'est quand même très particulier. Évidemment. Donc je pense que c'est effectivement... Oui, tu peux un peu vendre ça de temps en temps quand tu es constructeur et je pense que c'est important pour eux de vendre ça. D'ailleurs, l'hybride est très important pour eux. Ils ont pour justifier les dollars de commandite. Là. Oui, mais ça coûte très cher la Formule 1, donc il faut que tu aies ton retour sur investissement. Mais à la fois, comme elle n'a jamais été aussi populaire, je pense qu'ils sont, pour l'instant, ceux qui sont là sont très satisfaits d'être là. Oui, absolument. Je veux commencer par un survol un peu des règles là, en 2026 parce qu'on en a parlé, il y a eu des changements au niveau technologique, de règlement. Peux-tu nous faire un peu... Il y a eu beaucoup de changements. Le plus important, c'est au niveau du châssis là, cette année. En fait, faut savoir que les Formule 1, si on remonte vraiment un peu plus loin dans l'histoire, les premiers ailerons, c'est à la fin des années 60. C'était en fait l'idée de prendre une aile d'avion, parce qu'une aile d'avion, ça décolle, mais de la renverser. Et comme tu la renverses, tu plaques la voiture par terre. Ouais. Bon, ça au départ c'était des petits ailerons comme un appui aérodynamique. Exactement. Et après ça ils se sont dit mais en fait plus on les met haut plus c'est efficace. Et donc Lotus a fait ça avec sa 49B et au début c'était un petit aileron puis on l'a mis de plus en plus haut. À la fin tu avais deux énormes tiges avec un aileron qui pouvait bouger, de l'aéro active, etc. Sauf que ceux qui sont à la télévision peuvent voir ça avec l'énorme aileron à l'arrière situé sur la suspension. Je vous laisse imaginer la rigidité de tout ça. Et d'ailleurs ils ont été interdits quelques mois plus tard parce qu'en fait les ailerons brisaient à cause des contraintes aérodynamiques et les pilotes ont failli, notamment Jochen Rindt qui a failli se tuer en 69. Et ils ont dit donc ils ont rebaissé les ailerons, refait plus petit, on est revenu à quelque chose de plus raisonnable. Et ça à l'époque c'est ce qu'on appelait de l'aéro active. En fait l'aileron pouvait bouger pour qu'il résiste fortement à l'air et il adhère très bien dans les virages, mais que dans la ligne droite il se mette à plat pour que ça aille le plus vite possible. Et cette année, pour la première fois depuis cette époque-là, on retrouve ça. Les voitures aujourd'hui vont avoir un aileron avant et un aileron arrière qui va pouvoir bouger. Donc en fait, ton aéro active, tu vas pouvoir la sélectionner dans certaines parties du circuit qui sont prédéfinies par la FIA. Et mettons que tu veuilles, par exemple, aller de plus en plus vite, tu vas appuyer sur le bouton à l'endroit dit et tes deux ailerons, avant et arrière, vont se remettre à plat directement. Tu vas pouvoir gagner en vitesse de pointe et donc tu vas gagner du temps, évidemment. Mais par contre, dès que tu freines, les ailerons se remettent en bonne position. Et dans les virages, évidemment, l'idée, c'est de récupérer ces ailerons pour avoir de l'appui et passer plus vite dans les courbes. Ouais. On a aussi enlevé certains systèmes, si je ne me trompe pas. Là, en fait, ce qu'on a enlevé, c'est d'abord au niveau aérodynamique. En fait, les voitures d'entre 2022 et 2025 avaient un plancher. Tout le dessous de la voiture était une aile d'avion renversée en tant que telle. Ce qui fait que ça procurait énormément d'appui. Mais cet appui-là, il est mieux que d'habitude parce qu'il est gratuit, entre guillemets. Un aileron, quand tu le braques, il résiste à l'avancement. Donc, c'est de la traînée. Le problème, c'est que c'est un compromis. Soit tu vas vite en ligne droite, soit tu vas vite dans les courbes. Mais tu peux pas avoir les deux. Alors que quand tu as ton plancher en aile d'avion renversé, le plancher, littéralement, lui, va se coller à la route presque. Ce qui fait que la voiture, virtuellement, si tu roulais à l'envers, pourrait rouler à l'envers. Elle tomberait pas. Waouh. On le voit avec la McMurtry, par exemple, la voiture électrique. Je sais pas si tu as vu cette vidéo qui est très populaire où la voiture a des ventilateurs en fait qui aspirent l'air sur la voiture et elle se retourne. Ouais. Bah là, mais là, ce qui est beaucoup plus fascinant, c'est que c'est à l'arrêt. Oui, donc parce que tu as les ventilateurs. Tu ne profites pas d'effet le sol. Là, vraiment, la voiture est collée au sol à l'arrêt. Alors qu'une Formule 1, ça fait le même effet, mais il faut que tu aies une vitesse minimale pour que ça colle. Mais ces voitures-là, maintenant, le plancher est différent. Ils sont revenus à un plancher beaucoup plus plat. Il y a juste le diffuseur à l'arrière qui est différent et qui va conditionner énormément la performance cette année puisque tu n'as plus ces planchers-là. Et ça, c'est au niveau du châssis. Et au niveau du moteur, il y a aussi beaucoup de changements. En fait, le moteur, c'est un V6 turbo hybride. Et qui, à l'époque, donc en 2014, quand ils sont arrivés, il y avait deux systèmes de récupération d'énergie. Il y en avait un sur le train arrière de régénération au freinage et un sur le turbocompresseur.
L'intérêt, c'est qu'avec la batterie et ces deux systèmes-là, on pouvait... Alors, il y a des tonnes de paramètres qui sont extrêmement complexes, Ouais. mais tu pouvais en fait avoir ton turbo qui est toujours à la bonne vitesse. Ouais. Comme une Porsche 911 Turbo R, exactement. ouais. C'est qu'en fait, l'intérêt, c'est que tu prends ta batterie et ton turbo, il a besoin de tourner vite tout de suite. Ouais. Tu lui injectes de l'électricité, Ouais. il est tout de suite à la bonne vitesse, Ouais. dès que tu accélères, paf, pas de temps. Ça l'enlève le lag et ça enlève le besoin pour la wastegate, là, la soupape de décharge, Exactement. Donc, qui est un gaspillage d'énergie là, en fait, Exact. dans un Et ce qui véhicule est encore mieux, turbo-propulsé. c'est quand ton turbo se met à tourner trop vite, tu peux freiner le moteur électrique pour le ralentir un peu. Sauf qu'un moteur que tu ralentis comme ça, il produit de l'électricité. Produit de Donc, tu l'électricité. la remets dans la batterie et Ouais, CQFD, c'est encore mieux. Ouais. Et tu avais aussi au freinage la récupération d'énergie à l'arrière. Donc pareil, dès que tu freinais, que tu arrivais au bout d'une ligne droite, le fait que les roues tournent, bah, ça permettait de renvoyer de l'énergie, de l'électricité dans la batterie que tu pouvais réutiliser après dans le virage suivant ou dans une grande courbe qui conditionnait une ligne droite pour maximiser ta vitesse, etc. Maintenant, c'est plus le cas. On a juste les roues arrière qui récupèrent de l'énergie, mais on n'a plus le turbo. Et ça va potentiellement poser quelques problèmes. Ah, Parce qu'en fait, l'intérêt d'avoir un turbo qui tourne tout de suite à la bonne vitesse, c'est que tu n'as pas de temps de réponse. Le fameux turbo lag, tu ne l'as plus. Donc, par exemple, au départ, à la procédure de départ, quand tu t'accélères avec la voiture, le turbo, il est tout de suite dans sa bonne fenêtre. Donc, quand tu relâches l'embrayage, la voiture, elle part tout de suite. Ouais. Là, c'est plus le cas. Tu n'as plus ce système-là. Donc là, on va voir le premier départ à Melbourne. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Aïe, aïe. Mais il se pourrait qu'il y ait des problèmes parce que la voiture, n'ayant pas une énergie infinie et ne récupérant que sur les freinages, un tour de formation pas très rapidement, tu récupères pas beaucoup d'énergie. ouais. Donc le problème, c'est qu'il va falloir que pour que ton turbo arrive au bon régime, tu mettes ton moteur dans le fond pendant un certain temps pour que la turbine soit Ouais. suffisamment rapide. Ouais. Et ben le problème, c'est que ça se pourrait que ce soit pas suffisamment long ou que, dépendamment des choix qui ont été faits par Ouais. certains constructeurs, Ouais. les départs soient plus ou moins bons. Tout dépendant des moteurs, là, tout Oui. dépendant de qui a développé quoi. Là. Ferrari, par exemple, a décidé d'opter pour une turbine plus petite. Avec cette contrainte-là, en se disant, vu qu'on n'a plus le turbo électrique, on va mettre une turbine un peu plus petite, c'est moins de puissance brute, mais par contre, on décollera plus vite. Et dans les virages un peu plus lents, on pourrait potentiellement gagner quelque Ouais. chose. Mais en ligne droite, C'est ça. Donc c'est C'est un différent, éternel là. compromis. c'est une courbe, là. Tu sais, il y a C'est toujours ça. un compromis à faire. Tu en gagnes d'un quelque côté, part. tu vas le perdre de l'autre. Ouais, Donc ça, ok. c'est possiblement un problème. On va voir qui a fait les meilleurs choix. C'est difficile à dire dans l'immédiat. Et l'autre chose aussi qui va poser problème, et les pilotes s'en plaignent déjà, Verstappen notamment l'a dit d'une manière assez crue, en comparant la Formule 1 à la Formule E. Ah oui, j'entends ça. Certains Ouais. apprécieront. C'est qu'en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, la batterie, tu peux pas avoir une batterie gigantesque dans la voiture. Ouais. Tu es limité par la place, par l'espace, etc. Et tu n'as plus qu'un seul système de récupération d'énergie. Ouais. Donc, il arrive des moments où ta batterie se vide. Et quand ta batterie se vide, et quand tu es en ligne droite, tu vas te mettre à décélérer pour récupérer de l'énergie. Parce qu'en fait, la voiture comprenant que le moteur tourne à plein régime, si jamais tu continues comme ça à plein régime, tu vas pas pouvoir récupérer assez d'énergie. Donc en Ouais. fait, la voiture elle-même va relâcher un peu l'effort du moteur. Bon, elle freine pas à grand coup, mais Ouais. la voiture va se mettre à ralentir pour récupérer de l'énergie, de L'énergie l'électricité kinétique, avec là. le train arrière, Ouais. pour pouvoir la réutiliser plus tard. Et il y a aussi d'autres problèmes, c'est que dépendamment de certains circuits ou des configurations, tu pourrais ne pas avoir assez d'électricité. Donc tu vas sacrifier certains virages volontairement où tu vas être extrêmement lent pour récupérer de l'énergie, pour que dans le virage, par exemple, qui va conditionner la ligne droite et qui est le virage où tu vas gagner le plus de temps en qualification, par exemple, tu vas être obligé de rouler trop lentement exprès dans une courbe pour aller suffisamment vite dans la ligne droite. Wow. Et donc il y a un peu des critiques qui sortent aussi en disant, est-ce que c'est toujours de la compétition pure et dure? Est-ce que c'est pas trop de la gestion? Ouais, parce que c'est un peu ça. Si je me trompe pas, là, la partie électrique puis la partie thermique, on est à 50, pratiquement 50-50. C'est 50-50, Ouais, en c'est fait. ça. En fait, si on voulait être vraiment de mauvaise foi, on pourrait dire c'est plus des pilotes contre des pilotes, c'est des ordinateurs contre des ordinateurs. Et contre des pilotes qui font ce qu'ils peuvent pour gérer un ordinateur. C'est Ouais, ça. parce que c'est très complexe. En fait, celui qui va gagner, c'est celui qui a le meilleur ordinateur et la meilleure Ouais. programmation. Ou en tout cas, déjà, ça va forcément. Non, j'exagère. compter beaucoup. Encore une fois, je me fais Ça va l'avocat du compter diable. beaucoup, mais il va falloir aussi que tu maximises. les décisions là, dans les Oui, virages. il va falloir que tu réfléchisses à tout ça pendant que tu fais ta course, pendant qu'il fait chaud, pendant que tu roules dans une voiture à 340. C'est pas comme si. Pendant que tu t'obstines avec ton ingénieur aussi. Ouais. Ou qui va te dire, mais mettez le mode parce que là tu vas être dans le trouble, etc. Ça va être. Détail. Ouais. Détail. L'autre problème aussi, ça va être quand il pleut. Et ça se pourrait que ça pose des problèmes de train arrière, de Ah, stabilité, oui. puisque Ouais. comme tu Et récupères oui. l'énergie,
ça va te faire comme une sorte de blocage de boîte sur une vieille voiture, ça pourrait potentiellement te faire bouger la voiture de gauche à droite ou perdre le contrôle. Comme aussi. quand on a le freinage régénératif au max à l'hiver là, avec un véhicule. Sauf que là, c'est des voitures qui sont autrement plus rapides. Ouais, donc ça pourrait poser des problèmes. Moi, je mets ça dans la technologie des véhicules de promenade. Mais ça marche pareil. Non, mais l'analogie est la même. L'idée est la même. Ouais, c'est mais c'est vrai que physique, ça aussi, potentiellement, ça pourrait aussi poser un problème. OK. À voir. Ma question, est-ce que ces règlements-là ou ces configurations-là ont été introduites pour optimiser le spectacle en Formule 1? Parce que là, on parlait de Netflix, on parlait de la F1, la nouvelle gamme d'auditeurs. Est-ce que tu penses que c'est pour favoriser un peu plus ça que la compétition pure et dure? Pour moi, non. Je pense que la raison principale, c'était pour attirer des nouveaux constructeurs, des nouveaux motoristes. Oui. Rationnellement, ça a marché, puisque oui, tout le monde s'implique. Il y a déjà Mercedes, Ferrari qui sont là. Il y a aussi Honda qui est là avec Aston Martin. Mais eux étaient déjà là en Formule 1. Et par contre, il y a Renault qui s'en va. Donc ça, ils n'ont pas gagné tous les motoristes. Et donc, il y a Audi qui arrive. Question de cash aussi. Ouais. En fait, c'est parce qu'ils économisent beaucoup d'argent au lieu de développer un moteur en propre à aller le chercher chez Mercedes pour Alpine. Ce qui a fait hurler aussi beaucoup, notamment chez nous en France. Parce que Viry-Châtillon, c'était vraiment un endroit mythique et qui est là depuis 77 en Formule 1. C'est vraiment un pôle d'excellence. Donc, ça a fait grincer beaucoup dedans. Un peu à raison, selon moi, quand même, parce que c'est bizarre d'avoir une voiture française motorisée par un moteur allemand en disant qu'elle est française, mais en tout cas, pour revenir en tout cas aux motoristes, donc Audi arrive cette année avec son propre moteur, donc quand même c'est la preuve qu'il y a des constructeurs qui marquent un intérêt quand même, et il y a aussi Cadillac dans un second temps qui va utiliser son propre moteur. Pour l'instant, ils ont un moteur Ferrari, mais bientôt, ils ont déjà un moteur en développement et ils veulent utiliser leur propre moteur. Ouais. Donc l'idée, c'est de les accueillir avec un moteur hybride, l'hybridation, l'électrification, on est dans ce mode-là, et aussi les carburants synthétiques, les e-fuels, là, qui se veulent aussi plus durables. Bon. Encore une fois, quand on voit le spectacle de la Formule 1, 24 courses dans le monde entier et tout ce que ça implique en termes de pollution annexe, c'est un peu théorique, selon moi, tout ça. Mais l'idée de base, c'est aussi celle-là, c'est de dire c'est du carburant renouvelable. Bon. Parce en même temps, si tu arrives un petit peu à favoriser la recherche et les défis pour les constructeurs et les motoristes, il faut développer notre propre carburant synthétique. Par exemple, on va faire affaire avec BP, on va faire affaire avec Exxon, etc. C'est des pétrolières, mais chaque écurie doit développer son propre carburant. Il n'y a pas un carburant spec là, comme. Ça dépend. Il faut qu'il soit faire homologué, par contre. Oui, c'est ça. Mais il faut qu'il soit synthétique et il faut qu'il soit fait d'une source renouvelable. Oui, donc c'est supposé être durable. Ça, c'est durable, c'est ça, exactement. J'ai pas tous les critères exactement, je les connais pas tous les critères, mais en tout cas, il faut que tu répondes à un cahier des charges précis. Oui, exactement. Puis aussi, il faut qu'ils développent leur batterie avec des fait que ça, c'est deux gros défis. Oui. Pour les groupes motopropulseurs, une batterie qui va durer, qui va justement travailler avec tout ce que tu as mentionné tantôt. Oui. Puis aussi un carburant qui va offrir une stabilité, qui va répliquer la chaîne de carbone d'un carburant qui était issu d'énergie fossile, synthétique. La recherche, elle est quand même avancée parce qu'on l'a fait, on est capable de faire le carburant synthétique. C'est très, très dispendieux, mais la F1, c'est pas grave, il n'y a pas de prix. Oui. Mais la performance, la résistance à la préignition, tout ça dans le moteur, ça va être... C'est intéressant que tu en parles parce que justement, l'autre problème, le scandale un peu qui a été soulevé récemment, c'est qu'en fait, avec les motoristes, chacun évidemment essaie de faire le moteur le plus performant et le plus économique en carburant possible. Ouais. Et il y a eu un peu un scandale avec Mercedes notamment, qui aurait réussi à développer, je dis aurait parce que j'ai pas les données sous les yeux, on jase. Qui aurait réussi à développer en fait un moteur avec des pistons ou des bielles qui arriveraient à se déformer légèrement, tout ça de manière contrôlée, pour augmenter le taux de compression de la voiture. OK. Et donc, en fait, la fédération, pour 2026, a dit le taux de compression, on va le limiter à 16 pour 1. Ouais. C'est déjà extrêmement élevé. Très élevé pour un moteur turbo-compressé. Un moteur turbo à 8.5, 9 à 1, ça comprime déjà dans un véhicule de promenade, c'est ça. Là. Et même une voiture de série à 12 à 1, on est aux limites des diesels, là, quand même. C'est ça. C'est qu'en fait, on est vraiment très limite, là. C'est vraiment... Donc, 8.5, 9 pour 1, déjà, on est bien. Là, on était... L'année passée, on était à 18. C'est gigantesque.
Sauf que là, ils avaient dit on va redescendre à 16 pour être sûr que voilà, les nouveaux constructeurs ne soient pas tout de suite distancés, etc. Ouais. Là t'es sur des carburants quand même pour rouler comme ça. Là, et alors pour ceux qui suivent un peu, qui aiment la technique, il y a aussi des pré-chambres de combustion en fait, parce que sinon il y aurait de l'auto-allumage comme un diesel, ça ne serait pas capable de. Dans un cylindre normal, tu peux pas mettre 18 pour 1. Là, ça s'allume tout seul. Là, et puis pas comme il faut. Là, ça n'ira pas du tout. Pas quand tu veux. Non, c'est ça. C'est quand ça voudra. Mais donc en fait, le truc, c'est que ce test-là, il est fait à froid. Donc en fait, le test fait à froid, on comprime ton moteur, on fait le test, t'es à 16.1, c'est parfait, merci, au revoir. Sauf que Mercedes, notamment, a en fait des pistons imprimés en impression 3D. Et il y aurait, alors pareil, c'est du théorique, je les ai pas eu sous les yeux, il y aurait en fait des endroits qui seraient creux à l'intérieur, où tu enlèves de la matière volontairement. Donc ça crée une espèce de petite chambre, ce qui fait qu'avec la chaleur du moteur et du piston, ça se dilate, mais ça tous les moteurs se dilatent. Mais il se dilaterait d'une certaine manière où la bielle s'allongerait légèrement, juste ce qu'il faut pour augmenter le taux de compression comme il était avant à 18 × 1 pendant la course. T'arrêtes ta voiture, t'arrêtes ton moteur, il est froid, tu fais les tests et tu passes les tests. Donc là, il va y avoir en fait, pour l'instant, les pistons actifs. Oui, en quelque sorte. Comme l'aéro. C'est ça. Piston, comme l'aéro. Piston DRS. C'est un drôle de truc. Et donc là, pour l'instant, tous les moteurs sont considérés comme étant corrects puisqu'ils respectent tous le règlement. Et les zones grises en Formule 1, on sait que voilà. Mais dans quelques courses, en fait, il va y avoir un deuxième test qui va être fait à 130 degrés. Pour que, voilà, parce que les autres constructeurs n'étaient pas ravis de cette rumeur qui s'est avérée être un peu plus qu'une rumeur, bref. Mais cela dit, pour l'instant, on n'en sait rien. Peut-être que Mercedes ne sera pas plus performant que les autres. Oui, puis peut-être que leur carburant ne sera pas capable de tolérer ce niveau de compression-là. Je pense que s'ils se sont rendus là, c'est qu'ils ont... C'est qu'ils ont fait les tests sur le carburant. Néanmoins, c'est pas dit que leur moteur soit plus puissant que tous les autres. Et puis après, plus fiable, et puis plus... Exact. Voilà. Parce que peut-être aussi, il va être beaucoup plus puissant. Peut-être qu'ils vont en casser 4 à la première course et vont dire, finalement, bon... Voilà. Bon. Écoute, t'as abordé le sujet tantôt brièvement, puis je vais y revenir. Le calendrier est de plus en plus chargé. On a... c'est 24 courses comme l'année passée. C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup quand même à travers les années. L'image écologique que la F1 veut se donner avec ces carburants-là, par exemple, avec ces technologies-là hybrides, mais le fait que le cirque voyage d'une manière extraordinaire et de plus en plus pour aller atteindre de plus en plus de perdieux, de pays là, qui veulent regarder ça. Donc, c'est comme un paradoxe. Là. C'est un gros paradoxe, d'autant plus que maintenant, il y a beaucoup de courses plus lointaines. La Formule 1, pendant beaucoup d'années, c'était circonscrit à l'Europe avec plusieurs... Il y avait, si tu regardes la fin des années 90, tu avais vraiment beaucoup en Europe. Et après, tu avais effectivement quand même Japon, Brésil, Canada, les États-Unis de temps en temps, début 2000. Mais il n'y avait pas énormément de pays très 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 lointains, pas autant qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il est arrivé. Le Canada, c'était lointain là, pour le cirque de la Formule. C'était nous qui étions. T'avais Canada, Japon, Brésil, Afrique du Sud pendant quelques temps aussi dans les années 90. Donc c'était lointain, mais c'était pas le cœur de la saison. Et puis il y avait que 16 courses. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, l'Europe, il y a toujours quand même des courses en Europe et fort heureusement, c'est quand même des circuits historiques qui sont des circuits, à mon sens, certains sont incroyables, mais il y a aussi beaucoup maintenant Moyen-Orient, ce qui risque d'ailleurs de poser quelques problèmes dans les semaines à venir, puisqu'il y a 2 courses de prévues à Bahreïn et en Arabie Saoudite. Oui, ça c'est une autre chose. Possiblement, avec ce qui se passe actuellement dans le monde, c'est possible que ce soit reporté, soit même annulé. Mais si on met ça de côté, il y a aussi d'autres destinations plus lointaines, où après on va même en Azerbaïdjan, il y a eu aussi la Corée qui est plus là maintenant, mais la Chine aussi, l'Amérique du Sud qui veut aussi sa part. Donc, bref, il y a une volonté effectivement d'aller plus loin et de rejoindre aussi toujours un public toujours plus large. Et l'Europe, quelque part, c'est presque un peu déjà acquis. Donc l'idée, c'est aussi de diversifier. Parce que Liberty Media, qui est le promoteur, lui, son idée, c'est de faire le plus d'argent et de rejoindre le plus de gens possible. C'est comme toute entreprise qui souhaite fructifier. Quelque chose d'un petit peu plus tangible pour la course. C'est quoi les dernières nouvelles là, avec les écuries? Parce que là, nous autres, au moment où on se parle, il y a eu des essais. Il y a eu des essais libres en Australie, mais pas encore les qualifs ni la course. Pas encore les qualifs. Donc, qu'est-ce que ça a donné? Parce que là, il y a eu des essais privés à Barcelone, etc. Mais jusque-là, là, on est qu'est-ce qu'on voit? Là? Qu'est-ce qui se dessine un peu? Ce qu'on regarde dans les essais privés, pour l'instant, les écuries qui étaient dominantes l'année passée ont l'air de quand même l'être encore cette année. Manifestement, Mercedes a l'air d'aller assez bien. Ferrari aussi pendant les essais. Après, il faudra voir si ça se traduit vraiment en course. Parce que tant que t'as pas vraiment... Avec leur piston magique. Là. Mercedes, on verra. Mais après, tout le monde cache aussi un peu son jeu. C'est toujours un peu du poker menteur en Formule 1. Donc, tant que t'es pas arrivé aux courses, tu
peux jouer un oui, peu. c'est ça. Les essais, c'est... Quel carburant t'embarques, quel pneu tu mets. Est-ce que tu as vraiment ta configuration de moteur maximale ou est-ce que tu t'en gardes un petit peu sous le C'est ça. pied? Volontairement, on peut Exactement. garder juste pour jouer. C'est ça, tu peux pas éveiller trop les soupçons non plus. On va le savoir un peu plus tard, mais manifestement, Red Bull, Mercedes, McLaren puis Ferrari ont l'air d'être encore les 4 équipes dominantes. Okay. Qui va être devant, c'est difficile à dire pour l'instant. Après, il y a des déceptions aussi quand même. Je pense à Alpine, pour l'instant, ils sont pas trop bien, alors qu'ils ont arrêté leur développement directement en 2025 pour dire on se focus 2026, c'est un nouveau règlement, un nouveau moteur pour nous, etc. On se met à fond là-dedans. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de tant porter ses fruits. Audi et Cadillac, je pense que ça va être compliqué parce que déjà Cadillac arrive, ils ont un moteur Ferrari, mais ils commencent de zéro, il faut leur donner. C'est une nouvelle équipe, 100% nouvelle. Ça s'invente pas la Formule 1. Tu peux pas débarquer et être premier. Ouais. Et Audi avec son Audi, c'est un gros défi. Ouais. C'est l'écurie Sauber, l'ancienne écurie Sauber, mais le moteur est 100% nouveau et la voiture aussi, malgré tout. Tu as l'équipe Einwheel en Suisse, mais tu as quand même tout à réapprendre. Tu as des nouvelles personnes aussi qui sont là. Bref, tu peux pas débarquer et gagner, c'est impossible. Mais donc eux, je pense qu'ils vont être quand même à l'arrière relativement. Et le plus gros problème, c'est Aston Martin. Eux, ils sont vraiment dans le trouble. Oui, c'est notre pilote, Aston Martin, pilote canadien. Oui, on surveille. Je pense pas que Lance fera la pole en Australie, à mon avis. Mais Alonso non plus, son équipier. La voiture a beaucoup de problèmes. Elle est très extrême déjà. Hein. Qu'est-ce qui se passe vite là, chez Aston Martin en ce moment? Parce que moi, je l'entends parler beaucoup. Je vois qu'il y a des problèmes. On se plaint. Puis il y a tout le gossip, là, entre guillemets, qui vient autour de la Formule 1. Mais si on enlève un peu le gossip des pilotes, techniquement, qu'est-ce qui se passe? Alors, encore une fois, moi, je suis pas dans le garage. Donc, ça se peut. Non. Mais en tout cas, à la lumière de ce qu'on voit, c'est quand même une voiture qui est très extrême, qu'a fait Adrian Newey, qui est un des plus grands designers de Formule 1 depuis des années, qui a officié chez Williams, McLaren, Red Bull aussi. Il a des titres à plus savoir où les mettre. Et il est responsable de certaines innovations aérodynamiques majeures. Et là, il a fait une voiture très, très extrême. Vraiment, tu le vois. Puis avec des suspensions très particulières, avec une manière en fait d'avoir les triangles supérieurs qui sont assez hauts. C'est vraiment très particulier. La voiture est très fine aussi à l'arrière. Je pense qu'en termes de refroidissement, c'est pas évident. Il y a eu peu de compromis qui ont été faits sur cette voiture-là. Mais le problème, c'est que le moteur Honda a des gros soucis. En fait, Honda, initialement, voulait quitter la Formule 1. Ils ont un peu arrêté le développement pour le moteur suivant, donc celui-ci. Finalement, ils ont décidé de revenir avec Aston Martin. Donc, il y a eu quand même une sorte d'un petit arrêt de tout ça, puis ils sont partis après, ils ont eu des problèmes techniques de développement. Bref, aujourd'hui, le moteur a des problèmes, il serait moins puissant que les autres. Il a des problèmes de vibration, des très gros problèmes de vibration. Le souci, c'est qu'un châssis en fibre de carbone monocoque, c'est pas vraiment quelque chose qui absorbe les vibrations, c'est plutôt le contraire. Très rigide, hein, apparemment. Là. Et j'ai pas conduit de Formule 1 dans ma vie, mais j'imagine que oui. J'imagine que... Et le problème aussi, c'est que ces vibrations-là, apparemment, détruisent la batterie aussi. Ça pose des gros problèmes à la batterie haute tension. Et donc là, au moment où ça peut démolir ça peut endommager les cellules. Je présume que c'est ça. Ça, j'en ai pas la confirmation, mais je présume que c'est ça. Et donc là, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils peuvent pratiquement pas rouler. Et ils ont tellement de vibrations sur la voiture que, alors, ils sont en train d'essayer de régler le problème là au moment où on se parle, mais les pilotes, a priori, ne pourraient pas faire plus de 20 à 25 tours sans risque d'atteinte physique. Donc, j'ose même pas imaginer la quantité de vibrations qu'il doit y avoir dans cette voiture. Les pilotes de Formule 1, et d'ailleurs certains disent lui il est bon, lui il est nul, il faut quand même partir du principe qu'un pilote de Formule 1 c'est quelqu'un qui est extrêmement affûté physiquement, c'est des sportifs de haut niveau littéralement. Pour que ces gens-là te disent qu'ils sont pas capables de faire plus que 20 tours, sinon c'est plus possible, c'est que nous on fait un tour et demi et on vomit. T'es mort. Non mais c'est ça, littéralement. Donc je pense que ça va être très difficile pour eux. Je m'attends à ce qu'ils soient derniers sur la grille, parce que là sur les essais libres ils sont à 4,5-5 secondes des meilleurs temps. C'est énorme, là, ça veut dire qu'en temps de F1, là, en chrono de F1, c'est comme une éternité, c'est des années-lumière. Normalement, quand tu es à 4-5 dixièmes, c'est déjà loin. Donc, quand tu es à 1 seconde, tu es très loin. Quand tu es à 4 secondes 5, tu es nulle part. T'es une chicane roulante, là. Ah ouais, tu es nulle part. Mais surtout, le problème, c'est que c'est même pas dit que tu rentres dans les 107% de la pole position. Si tu es vraiment trop lent. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que la pente va être difficile à remonter. Je pense pas qu'Aston Martin puisse du jour au lendemain, à moins qu'Honda règle tous ces problèmes ou qu'ils mettent le doigt sur un truc problématique puis que ça change tout. J'ai peine à croire qu'ils quittent le fond de grille avant quelques temps, à mon avis. Chez les autres écuries, des problèmes techniques, des trucs à vérifier là, il y a eu quelques-uns. Du même type. Là, pas de même gravité. Pas de même gravité. Même, Audi a plutôt bien roulé, par exemple, sur le matériel qui est 100% nouveau. Étonnamment. Cadillac a eu quelques petits soucis techniques, mais encore une fois, châssis entièrement nouveau, équipe nouvelle, tu peux pas leur en vouloir fondamentalement. Mais globalement, je trouve que ça a été plutôt fiable quand même. Les voitures ont plutôt bien roulé. Ferrari a beaucoup roulé, Mercedes a beaucoup roulé aussi. Ils ont eu peu de problèmes techniques. Et si tu regardes, par exemple,
les équipes usines, mettons, Mercedes, Ferrari, McLaren, puis Red Bull, ça a quand même bien été. Pareil, Red Bull qui a un nouveau moteur cette année. Alors, c'est leur moteur à eux, leur propre moteur. C'est Red Bull Powertrains qui fait. En collaboration avec Ford, quand même. Ouais, qui fait 3-4 morceaux. Là, je suis allé les avoir le turbo housing, là, ou le compresseur du turbo, puis il y a des pièces de refroidissement, puis il y a 3-4 affaires que Ford participe. Apparemment, là, ils aident un petit peu plus que prévu finalement, mais là, à date, leur moteur fonctionne assez bien. Les observateurs avaient peur que ce soit pas assez puissant. Finalement, il a l'air de plutôt bien fonctionner. Donc ça aussi, c'est plutôt encourageant. Et si on compare à 2014, quand les unités hybrides sont arrivées, c'était l'enfer. Ouais. Parce que Ford n'a pas eu une belle histoire en Formule 1. Si une très belle histoire. Oui, si, quand même. Ils ont eu des belles années, mais ça commence à être loin. En fait, le retour avec Jaguar, c'est pas très bien passé. C'était ça, ouais. Je fais référence à ça. Plutôt, les moteurs Cosworth atmosphériques marchaient correctement, mais c'était pas les meilleurs dans leur temps. Mais par contre, le Ford Cosworth DFV des années 60 à 80, c'est un moteur qui a gagné. Mythique. Je crois qu'on est à 172 ou 13 courses de gagner, c'est énorme. Mais le passage au turbo, il y avait pratiquement que ça là. À l'époque, tout le monde roulait. T'avais garagistes. T'avais le moteur Ferrari, puis après les autres roulaient en. Après, t'avais des Alpha aussi de temps en temps ou des moteurs un peu différents, mais globalement, tout le monde roulait en Ford là. Dans les années 60-70, là, tout le monde roulait en Ford. Si on veut parler de pneumatiques. Y a-t-il quelque chose de différent en 2026? Y a-t-il quelque chose à surveiller? Parce que je sais que les pneumatiques, ça fait une grande partie de la stratégie des équipes. Là, les pneus sont forcément différents en termes de construction, du fait que la voiture n'est plus la même, l'appui aérodynamique n'est plus le même, les moteurs sont différents, donc il y a forcément des contraintes qui sont plus les mêmes. Mais je pense pas que ça va être un facteur stratégique majeur cette année. Je peux me tromper, mais je ne pense pas. À mon avis, il y a déjà tellement de paramètres à gérer pour eux, c'est déjà tellement complexe. C'est des nouveaux moteurs, des nouveaux châssis, nouvel aéro, nouveaux réglages. Il faut tout. T'as beau avoir des simulations, il y a rien qui remplacera la piste. Donc faut que tu penses à tout ça. Même les pilotes, faut qu'ils s'ajustent aussi. C'est des voitures complexes à faire marcher. Donc je pense que les pneus, pour moi, vont pas être un facteur décisif cette année. Je pense pas. Ok. Côté pilote. Des pilotes à surveiller. Parce que là, on parle de la technique beaucoup, parce que moi, j'aime ça, là, j'en apprends pas mal. Mais le spectacle de la Formule 1 tourne beaucoup autour des pilotes. Bien sûr. Puis, comme on le dit, des athlètes qui sont extrêmement talentueux. Il y en a qui sont extrêmement expérimentés dans des mauvais véhicules. Il y en a qui sont peu expérimentés, qui sont dans d'autres véhicules. Déjà, en rookie, en nouvel arrivant, c'est Arvid Lindblad chez Racing Bulls qui remplace, voyons, j'ai mangé son nom alors qu'en plus il est français, Isaac Hadjar qui va chez Red Bull avec Max Verstappen et le japonais Tsunoda qui lui quitte la Formule 1. Tout le reste, les équipes restent exactement identiques. Donc c'est un choix, je pense, de stabilité assez logique du fait qu'il y a déjà un très gros changement réglementaire. Je pense que les équipes voulaient aussi pas mal avoir les commentaires des pilotes par rapport aux voitures d'avant, par rapport aux moteurs d'avant, parce que si en plus tu arrives, nouvelle écurie, nouveau pilote, nouvelle voiture, tu peux vite être perdu. Ça finit plus, là. Non, c'est ça, puis ça peut poser problème. Tu as aussi Cadillac qui a beaucoup privilégié l'expérience, par exemple, avec un pilote comme Sergio Pérez, qui est là depuis des années. Je pense qu'ils veulent aussi des pilotes qui ont conduit des moteurs différents, des voitures différentes, des générations de voitures différentes. Ça permet d'aider aussi beaucoup. Mais ceux qui vont jouer devant, je pense quand même que ça va être les pilotes Mercedes, donc George Russell, Kimi Antonelli, Charles Leclerc, Lewis Hamilton chez Ferrari. Hamilton, je pense qu'il aura à cœur de faire mieux que l'année passée, où ça a été très dur pour lui. Je pense qu'il a mal vécu cette année-là et je me mets à sa place. C'est jamais facile de ne pas y arriver, surtout quand tu es septuple champion du monde. Après, Max Verstappen va demeurer un favori, je pense, tout de même. Et après, Oscar Piastri et Lando Norris chez McLaren aussi. Mais tout va dépendre de la voiture. C'est-à-dire que la Formule 1, malgré tout, on dira ce qu'on voudra, mais si tu n'as pas la meilleure voiture, tu peux parfois, si elle est proche de ta voiture, quand même faire des miracles. Le fait que Verstappen, l'année passée, arrive à être en lice pour le titre jusqu'à la dernière course avec une voiture qui était réellement inférieure est un exploit en tant que tel. Mais si ta voiture est trop en dessous, tu ne pourras pas gagner. Tu sais, Alonso, par exemple, qui demeure un très bon pilote, qui est assez vieux maintenant, mais qui est un très bon pilote. Si sa voiture, elle ne peut pas faire 10 tours, il ne pourra pas gagner de course. Non, mais il y a un moment où tu ne pourras pas faire de miracle. C'est toujours ça le problème. C'est impossible. Si on avait dans ta boule de cristal un podium pour dimanche en Australie, mettons là, que des prédictions Je verrais plutôt peut-être Mercedes puis McLaren devant, à mon avis, avec Ferrari pas trop loin derrière. Fait que je mettrais certainement en tête peut-être Piastri parce qu'il est à domicile en plus en Australie. Fait que ça se pourrait que je le verrais bien motivé. J'aurais peut-être Piastri ou Russell chez Mercedes si les Mercedes sont devant.
Julien, est-ce que la Formule 1 est trop réglementée? Parce que là, on a parlé de technique, on parle de conduite sur le circuit aussi, beaucoup. Est-ce que tu penses que c'est too much, là, littéralement? Je pense qu'il y a deux volets différents. Il y a le volet technique au sens pur des voitures. Il y a des règlements qui sont maintenant très stricts et il y a beaucoup de choses qui sont réglementées parce que la Formule 1, l'idée, c'est toujours de pas de tricher, mais d'utiliser une zone grise. Donc tu vas dire, j'ai pas le droit de faire ça, mais tout ce qui est pas interdit est autorisé. Donc je vais faire tel truc. C'est toujours comme ça que ça se passe. La preuve avec le taux de compression dont on parlait tantôt, par exemple, tu vois, c'est une idée comme celle-là, mais c'est tout le temps comme ça. Et comme les ailerons, par exemple, qui ont été flexibles pendant longtemps, en fait, l'idée, c'était que comme tu roulais avec la voiture, la flexibilité du matériau existe. N'importe quel matériau bouge un petit peu. Mais si tu arrives à maîtriser ça, bah, tu peux gagner en aérodynamique ou tu peux gagner en adhérence mécanique. Bref, donc c'est infini. Donc ils essaient toujours de limiter. Donc c'est sûr que d'un côté, oui, il y a moins de place à l'originalité. Tu n'auras plus de voitures à 6 roues comme il y a pu y avoir avec la Tyrrell P34 par exemple, qui est très connue, c'est la Formule 1 à 6 roues. Tu n'auras plus de Formule 1 aspirateur comme il y a eu avec la Brabham BT46 qui elle avait un aspirateur qui aspirait l'air en arrière. Ou la Lotus à 2 châssis. Exactement, la Lotus 88 à 2 châssis aussi, où tu avais un châssis qui servait aux suspensions et au moteur et l'autre qui servait à s'abaisser vers le bas. Tout ça, tu pourras plus l'avoir. Mais je pense dans l'ère technologique actuelle, c'est un peu pareil dans les automobiles. Si tu regardes, ça converge quand même du fait des connaissances scientifiques et autres. Donc, je pense pas qu'on pourra de toute façon retrouver ça. Pour ce qui est des règlements, je pense qu'il y a aussi beaucoup de règles aujourd'hui, beaucoup de pénalités. Les gens s'en plaignent aussi parfois des pénalités données parce que tu as poussé un peu un pilote hors de la piste ou tu as fait ci, tu as fait ça. Mais pareil, il y a quelques courses dans les années 70, 80, 90 où ça jouait du coude pas à peu près. Là, c'était costaud. Mais pareil, est-ce que c'est quelque chose qu'on souhaite ou pas ? C'est un débat philosophique, c'est presque rendu là. Parce que t'as plus le droit par exemple de bouger de ligne quand tu vas freiner, t'as pas le droit non plus de freiner en braquant, des choses comme ça parce que c'est très dangereux. Si tu débarques à 340 en bout de ligne droite et que toi tu te décales pour doubler et que l'autre se décale en même temps et freine en même temps, ça peut vite très mal se terminer. Oui, évidemment. Donc je pense, en tout cas mon point de vue, c'est que des règles il en faut. Tu peux pas. Mais par contre, il faut que les règles soient appliquées de manière logique tout le temps et que tu te dises pas mais lui il a été pénalisé à telle course mais lui il a pas été à celle-là alors que c'est un peu la même chose. Il faut de la constance par contre pour pas qu'il y ait un sentiment d'injustice non plus qui se crée, à mon avis. Oui, évidemment. Bon, et cette année, qu'est-ce que tu penses qui pourrait arriver de, je ne vais pas dire rocambolesque, là, mais qu'est-ce qui pourrait, au terme de la saison, qu'on va apprendre que peut-être il y a des choses qui vont briser, il y a des choses qui vont être communes à travers toutes les écuries. Y a-t-il quelque chose que tu penses le maillon faible, là, un peu, là, cette année? Plus qu'un maillon faible, je verrais plutôt un choix technologique qui va être fait, qui va peut-être avoir un avantage sur les autres et qui va commencer à créer de la politique sans bon sens, parce que souvent c'est ça qui se passe. En fait, tu vas avoir, je pense notamment à l'aileron arrière de Ferrari qui pivotait à 180 degrés, là. En fait, au lieu d'avoir un flap à l'arrière qui lève ou qui baisse, là en fait il va tourner sur lui-même pour essayer de gagner toujours de la performance ou du temps. Ouais. Est-ce qu'ils vont le garder en course ou pas? Est-ce que ça va marcher ou pas? Bon, ça a l'air un peu folklorique vu de l'extérieur, mais peut-être que c'est efficace. Mais souvent, quand il y a un nouveau règlement, tu as plusieurs choix qui sont possibles et ça converge après. C'était pareil en 2022, c'était pareil en 2014. Tu avais des voitures avec des avants très particuliers, des ailerons avec des formes curieuses ou un espèce de côté latéral avec pas du tout de côté latéraux. Tu as juste en fait la voiture le plus minimaliste possible ou à l'inverse très, très, très ronde avec vraiment pour guider l'air. Donc il y a toutes sortes de choix qui sont faits. Puis finalement, quand tu arrives en fin de règlement, ça converge et tout le monde se ressemble un petit peu. Ouais. Je pense qu'il va peut-être y avoir ça. Peut-être aussi l'affaire du moteur qui va peut-être poser problème. Peut-être qu'une solution technique d'une écurie va faire scandale. On va dire, mais lui, il a fait ça. Mais normalement, c'était pas l'esprit du règlement. On n'avait pas le droit, on avait le droit. Bon. Un peu comme les pistons là, qu'on parlait tantôt. Et puis tout dépend si ça donne aussi un avantage compétitif fort ou pas. C'est toujours pareil. Ouais. C'est par exemple là, tu vois, tout le monde commence à dire que c'est un peu compliqué. Peut-être que les départs, ça va être un peu bizarre ou tout ça. Mais admettons que par exemple Ferrari avec son petit turbo, ils clenchent tout le monde au départ et même s'ils sont 8e sur la grille, ils sont premiers arrivés au premier virage. Ouais. Penses-tu vraiment qu'ils vont vouloir qu'on remette en cause le règlement? Ouais. Donc, c'est toujours pareil. C'est qu'en fait, quelque part, tout le monde dit ouais, le règlement est pas génial. Puis quand finalement tu te rends compte que toi, t'as mieux fait tes devoirs que les autres, tu veux surtout pas qu'on le change le règlement parce que tu veux gagner à la fin. Évidemment. Donc c'est toujours délicat. Bon, écoute, merci Julien d'être venu parler de Formule 1 aujourd'hui avec nous. Ça s'annonce une saison un peu comme tout dans le monde à l'heure actuelle, imprévisible et on ne sait pas trop qu'est-ce qui va arriver. Et
et ça jusqu'à Montréal, en fait, parce que Montréal, ça va être un petit peu plus tôt cette année. Ouais, c'est 22-24 mai de mémoire, fait que c'est fin du mois de mai, c'est peut-être une dizaine de jours avant. Là, ouais, j'ai regardé vite les prix là, pour l'admission générale, etc. Dans les tribunes, il y a des listes d'attente, etc. Donc, c'est cher on a l'effet là, du film et de Drive to Survive, mais aussi des gens comme toi qui sont extrêmement techniques et intéressés à ça. Je pense qu'il y a encore beaucoup de monde qui sont dans les tribunes et qui regardent ce règlement-là, qui regardent cette course-là, non seulement pour le spectacle, mais aussi pour les prouesses de l'ingénierie en Formule 1. Merci tout le monde d'avoir été avec nous au Guide de l'Auto. On va se revoir la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Merci. Tous les épisodes du Guide de l'Auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.